Ici, ça enregistre. Et ici, ça enregistre. Alors, bonjour, on se retrouve aujourd'hui en interview avec Déborah Coste, travailleuse du sexe et autrice, qui a écrit le livre Reprendre corps aux éditions Globe. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Ce livre, c'est ton autobiographie d'une certaine façon, enfin c'est une partie autobiographique. C'est un témoignage de toi dans ton travail et à la fois dans ta vie, avec les implications que ton travail, tes maladies et ton contexte social ont pour toi. Mhm. Et il est accompagné de tes réflexions sur le domaine. Mhm. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de sujets comme le travail du sexe, comme la maladie, et on va parler aussi plus largement de féminisme, d'autonomie, d'entrepreneuriat. Dans ton livre, tu commences par parler de la violence faite au corps dans les métiers, on ne va pas se mentir, plutôt dans les métiers de pauvres, Oui. les métiers de service. Et je voulais qu'on commence par parler de ce sujet, Mhm. parce que c'est souvent le premier biais par lequel on vient faire des reproches aux travailleuses du sexe, Mhm. la violence qu'elles reçoivent dans leur métier. Mais toi, tu commences par cette longue description de toutes les violences et toutes les souffrances que tu as pu recevoir dans d'autres métiers. Et tu finis par cette phrase, comme si la plupart ne vendent pas leur cul à des connards pour un salaire de misère. Mhm. Et je voulais que tu puisses me parler justement de cette partie-là, sur la violence, le miroir entre la violence supposée dans ton métier et la violence qu'on reçoit dans les autres métiers aussi. Oui, après, ça a un peu beaucoup tout le propos du livre aussi, de nuancer et de dire en quoi le travail du sexe me sert, en quoi il me sauve, qu'est-ce qu'il y a de plus négatif, où se trouve la violence. Et en fait, je commence par ça aussi parce que je voulais raconter qu'est-ce qui m'a amené au travail du sexe, et donc c'est-à-dire déjà la précarité. Et en fait, j'ai fait pas mal de boulot étudiant, donc entre mes études l'été ou en parallèle de mes études qui étaient très précaires et qui en fait me rendaient encore plus malade que je ne l'étais déjà, et qui m'abîmaient bien plus le corps, qui me rendaient encore plus malade aussi psychologiquement, donc qui vraiment m'éreintaient et donc qui nourrissaient un cercle comme ça où, eh bien, plus on est malade, plus on a besoin d'argent pour prendre soin de soi, moins on peut travailler et on va travailler, plus on est malade, et donc c'est un cercle infini comme ça dans lequel on est plongé. Et notamment la grande majorité de travail salarié que j'ai pu faire à ce moment-là me rendait encore plus faible, encore plus malade. C'était, et pas que moi, ce que je raconte aussi, c'est tellement de personnes, tellement de collègues que j'ai côtoyés, que ça a abîmé le corps de manière très concrète. Et la question de la souffrance au travail et de toutes les violences reçues et des conditions de la pauvreté qui amènent à Mm. accepter cette souffrance, Mm. elle est assez centrale dans ton livre et j'ai trouvé super intéressant. Et finalement, tu fais un choix dans les choix qui te sont donnés. Oui. Euh, tu choisis de... Comment dire ça? Tu choisis des modalités dans les restrictions que tu as, des conditions de travail. Tu décides de choisir ce que tu vas faire. Dans le travail du sexe, tu veux dire? Dans le travail du sexe, notamment, oui. Alors c'est un peu plus complexe que ça. J'ai été forcée aussi, on va dire d'une certaine manière, pas par quelqu'un, mais parce que je suis sortie d'une hospitalisation, j'étais absolument incapable de travailler, et du coup, qu'est-ce qui me restait comme choix pour survivre? J'ai cru à ce moment-là que c'était un choix, mais en fait c'est un choix qui reste quand même forcé d'une certaine manière, où donc je sors de l'hospitalisation, je me dis qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, je dois retourner vivre chez mon père parce que je ne peux plus travailler, je ne peux plus payer le loyer, je n'ai pas d'aide financière de mes parents. Donc, qu'est-ce qui peut se faire chez soi? Je peux le faire quand je veux, les heures par jour où je peux le faire. Et en fait, il y a quasiment rien qui s'offre à moi à ce moment-là comme possibilité. Et devenir cam girl, c'est-à-dire travailler du sexe par Internet, par caméra interposée, c'est très simple, on s'inscrit très vite, ça se trouve facilement et on peut commencer le jour même. Donc il y a aussi euh, les conditions physiques, matérielles qui m'ont poussée au travail du sexe quand même. Je peux pas dire qu'à ce moment-là, c'était un choix totalement conscient, enfin, Bien tu sûr. vois. Oui, c'est aussi les conditions matérielles Mm. d'existence et les conditions sociales
les conditions de production des travailleurs qui t'amènent là. D'ailleurs, tu en parles à un moment donné sur l'interdiction du travail du sexe, sur l'interdiction de vendre des drogues, et tu dis, mais de toute façon, on est une grande frange de la population, ou interdisez-nous autant que vous voulez, Oui. on ira quand même, déjà, il y a besoin de bouffer, quoi. Oui, je pense qu'il y a un truc qui triomphera toujours, c'est la survie, en fait. Enfin, peu Ouais. importe les lois ou... En fait, des fois, on est obligé. C'est la survie, elle passe avant tout ça, quoi. À un moment donné, à travers l'écriture, le style d'écriture, on voit la précipitation de la précarité, de la nécessité, la course effrénée, où l'on s'épuise à courir derrière l'argent, on va pas se mentir. Oui. Et j'ai trouvé ça intéressant justement, cette fatigue de la recherche de s'en sortir. Oui, bah c'est parce que c'est quelque chose qui a été constant dans ma vie, enfin, où il y a jamais de pause, en fait. Quand on est précaire, quand on est malade, il y a aucun moment de répit, à aucun moment, en fait. Enfin, tout est... Et ouais, ce passage-là, j'ai voulu énumérer beaucoup aussi comment tout s'enchaîne tout le temps et comment j'étais prise dans une boucle infernale qui ramène toujours au même endroit, où on est... ça se répète, enfin, à l'infini sur des années, quoi. Cette précarité-là, cette instabilité, cette peur aussi, parce qu'il y a la peur aussi, il y a tous les freins, il y a la banque qui prend plus des charges, enfin, il y a tout. J'essaie vraiment de raconter aussi comment, même en essayant de m'en sortir, je m'en sors pas, quoi. Qu'il y a Bien sûr. vraiment quelque chose qui s'arrête jamais. Et il y a une phrase que tu cites d'Édouard Louis, qui est: il n'y a que ceux à qui l'on donne tout depuis toujours qui peuvent avoir un vrai sentiment de possession, pas les autres. La possession n'est pas quelque chose que l'on peut acquérir. Oui. Euh, on en revient un petit peu sur les conditions de production de la pauvreté. Mais moi, je trouve que cette phrase, elle est même extrêmement corporelle, quoi. C'est-à-dire, si je parle de moi, hein, je peux avoir en quelques mois une stabilité financière. Pour moi, rien n'est jamais acquis. Enfin, il y a vraiment... ouais, même si je possède des choses matérielles, tout peut disparaître tout le temps. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui vient et de ma classe sociale et d'autres choses qui sont la négligence de mes parents aussi. Mais vraiment, ce truc de... c'est quelque chose que je ressens dans mon corps, quoi. Je ne peux pas posséder les choses. Les choses, elles peuvent... tout peut tout le temps s'en aller. Et ça, je trouve que cette phrase d'Édouard Louis, elle me parle beaucoup, en tout cas, quoi. C'est quelque chose que je comprends, mais dans ma chair, plutôt qu'intellectuellement même. Quelque chose de très physique. Bien sûr. Aussi, sur tout ton livre, la question de la maladie, Oui. qui, qui suit tout le cours de ton livre, qui fait partie aussi, de ce que j'en ai compris, des raisons pour lesquelles tu fais ce travail-là, parce que Bien sûr. s'inclure dans la société avec la maladie, c'est pas facile. Non. Là, on parle de maladie psychologique, psychiatrique, je sais jamais comment on dit, je suis très nul. On peut dire, je sais pas, comme tu veux, maladie mentale. Maladie C'est mentale. c'est un juste milieu. Ok. De la maladie mentale, et justement, comment ça t'a exclu des études, ça t'a exclu de certains milieux sociaux aussi. Qu'est-ce que tu aurais à en dire dessus, en fait? Alors, ce que j'ai à en dire aussi, c'est que déjà, il y a les maladies physiques et mentales, et que l'une nourrit l'autre. À l'infini aussi, il y a quelque chose de très... dont notamment, ce que je raconte, c'est des maladies qui ont été... on m'a dit que j'étais folle, donc que c'était juste psychosomatique, alors que j'ai de vrais problèmes chroniques de santé, donc qui ont été découverts il y a peu et qui sont encore, donc on parle d'endométriose, qui sont encore en plus, ça existe, mais qu'est-ce qui est mis en place pour qu'on puisse s'insérer, pour qu'on puisse vivre avec d'une manière plus saine, plus sereine? Rien. Donc il y a aussi tout ce truc à quel moment j'ai vraiment été folle. Moi, je dis folle, c'est qui n'est pas négatif, c'est juste, je l'emploie parce que je trouve que ça parle bien de la maladie mentale, enfin, de façon simple. Et aussi, j'essaie beaucoup de raconter comment, en fait, plus je suis précaire, plus je suis folle, en fait. Plus je suis anxieuse, moins je dors. Et moins je dors, moins je peux travailler. Et plus aussi à tout ce côté de... En fait, qu'est-ce que c'est la maladie mentale, en fait? Quand ça va mieux, quand je suis bien entourée, quand j'ai des conditions matérielles suffisantes pour vivre correctement, en fait, je suis beaucoup moins folle aussi. Donc il y a aussi tout un
tout un cheminement pensé de c'est quoi être folle en fait finalement, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui est de l'extérieur. Et en effet, être folle, là encore, on commence un peu plus à parler de santé mentale, mais il y a quelques années de ça, déjà j'avais l'impression d'être la seule au monde à avoir des problèmes de santé mentale. Enfin, maintenant on en parle un peu plus, mais qu'est-ce qui est réellement mis en place? Comment on accompagne les personnes malades? Enfin, ça me paraît encore. C'est compliqué, comme tu disais. Moi, je le vois beaucoup, notamment sur la communauté LGBT, parce que c'est dans celle-là que je baigne principalement. Mhm. Euh, comment c'est un sujet sous-traité et comment aussi la maladie mentale Mm. est vraiment un outil de contrôle, en fait, Bien et sûr. de pondération. Ah, mais complètement. On le voit avec le grand classique, dans le sens où ça montre, ça illustre vraiment le chantage aux hormones qui est fait aux personnes trans en Bien hôpital sûr. psy, cette façon de réguler Ah oui. tout par la médicamentation. Mm. Et j'ai pas un discours contre, c'est pas la question, mais ouais. Ouais, ben, mon prochain livre traitera de ça, beaucoup pareil autobiographique, mais beaucoup plus centré sur les maladies physiques, mentales, et avec une critique aussi globale. Mais moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup ce truc de, j'ai pris énormément de médicaments, j'étais surmédicamentée très jeune, et je pense qu'il y a aussi une volonté de tais-toi en fait, juste tu te tais, parce qu'après on peut plus parler en fait quand on est surmédicamenté, tu te tais et tu vas travailler. Et surtout, tu te tais en fait, si on veut rien savoir de ce que tu traverses, de ce que tu vis, de ce que tu ressens. Je pense il y a aussi, je dis pas que je suis contre les médicaments, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais il y a quand même une volonté de. Et je trouve beaucoup les femmes aussi, quoi, de bien faire taire les femmes. D'ailleurs, oui, Se fait complètement. bien tenir à. Et ce qui est très marrant, c'est ce que tu viens de dire. Ça ne veut pas dire que je suis contre, c'est à quel point le débat n'est pas du tout ouvert sur la question, parce que pour l'instant, on est beaucoup sur contre ou pour. Ouais, Et non. pour le coup, on n'a pas de moyen de discuter socialement, qu'est-ce que ça implique, comment ça. Dans le milieu militant, c'est un peu plus compliqué. Moi, d'ailleurs, je reviens de loin, parce que je ne vais pas mentir, moi, j'étais très anti-médicaments dans ma vie pour plein de raisons. Et c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est bien plus complexe que ça, bien sûr. Tout à Mais fait. il faudrait déjà que, en fait, moi, combien j'ai d'amis, ne serait-ce que d'amis, qui vont voir le médecin, on lui dit, mais en fait, c'est le stress, c'est l'anxiété, il n'y a rien. Alors que, en fait, la première chose, c'est déjà, fais-nous passer des examens, en fait. Juste. Fais-nous passer des examens complets. Et après, tu nous files des anxios si on en a besoin. C'est dingue à quel point il n'y a plus d'examens qui sont réalisés. Et alors, moi, ce que je trouve assez impressionnant, c'est la différence entre les femmes et les hommes. Moi, aller dans des mêmes périodes pour des pathologies similaires que des amis à moi, moi, j'ai accès à peu près à tous les soins que je veux assez facilement, parce que je suis un dur travailleur, en plus dans l'artisanat. Donc, voilà, il y a... Et les femmes, c'est très rapidement mis sous couvert. Mais tout le temps, pour avoir ne serait-ce qu'une radio, quoi. Il faut se battre, en fait. Et après, c'est hyper compliqué, parce que quand on a déjà des soucis de santé mentale, démêler soit ce qui vient d'un effet de la somatisation, c'est déjà tellement compliqué avec soi-même en plus. Donc, en plus, on est freiné tout le temps par la médecine qui nous convainc toujours qu'en fait, c'est juste parce qu'on est folle, quoi. Une histoire de pathologisation, d'enfermement des femmes dans la médecine, qu'on a aujourd'hui encore beaucoup. Complètement. On le voit aussi, et tu en parles dans ton livre, on le voit aussi dans le corps médical lui-même, quels rôles sont attitrés et comment sont quand même assez systématiquement des hommes qui viennent... Oui, très souvent, hein. Qui viennent décider à ma place si j'ai quelque chose ou non, sans même vérifier, c'est vrai, c'est beaucoup ça, quoi. C'est ça, exactement. Et ce rapport, justement, très, très masculin, très patriarcal de on décide pour toi, mais ce que tu disais là, sans passer les examens, sans... Oui, c'est-à-dire mon corps ne m'appartient pas, quoi. C'est vraiment, on décide, juste. On reproche aux travailleuses du sexe de vendre leur cul. Ouais. Et moi, c'est toujours un truc qui me fait beaucoup rire, parce que c'est un peu le principe même du travail dans un monde capitaliste, c'est qu'on vend un peu tous notre cul pour autrui, dixit le bourgeois, selon moi, mon point de vue très basique marxiste. Mais ça revient assez souvent. Je voulais avoir un peu ton avis là-dessus. Je sens un peu de ton livre notamment, parce qu'on voit ressurgir le même discours qu'avant, mais un petit peu transformé, de toute une bande de mascus sur
le culte mais un nouveau culte de la virginité des femmes qui se traduit Mmh. par le body count. Ah ouais, là, en ce moment, c'est infernal, hein. Il y a une remontée en ce moment qui est, une espèce de contre-attaque là du féminisme C'est dingue, hein. qui est infernale. Ouais, les mâles alpha, machin, Et notamment, ils c'est, s'en prennent énormément aux travailleuses du bien sexe. sûr, bah, comme toujours après, hein, ça c'est pas on a toujours été un peu, les premières pointées du doigt, je veux dire, enfin parce qu'on je pense qu'on est vraiment à l'intersection de tout ce qui est tabou dans la société, le travail, l'argent, le corps, la sexualité et là les gens ils sont perdus, quoi. La pute, elle représente quelque chose qui combine tout ce qui est compliqué et innommable un peu, quoi. Du coup, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on est, qu'on nous prend autant dans le viseur tout le temps. J'ai l'impression, tu vois, on est vraiment à l'intersection Bien sûr. de tous les tabous, de tout ce qui est, et en plus après moi vu que je fais beaucoup de parallèles entre, ça c'est hyper personnel, c'est-à-dire que moi, jamais, quasiment de ma vie, il y a eu plus de, comment dire? Alors, je pense que chaque personne met son intimité où elle veut la mettre. En fait, moi, je n'ai jamais forcément trouvé, mes parties génitales plus intimes que les autres parties de mon corps, mais ça, ça concerne tout le monde tant que c'est enfin, chacun fait comme elle peut, comme il veut, tant que c'est pas imposé, en fait. Et moi, ce que je critique, c'est, en fait, ne m'imposez pas à moi. Moi, je sais, en fait, ce qui est plus intime pour moi, et en fait, avoir un rapport sexuel avec des clients contre de l'argent, bah, pour moi, c'est pas un problème et c'est ça que je critique aussi et c'est aussi, c'est problématique de vendre son corps, comme ils disent, que quand on est travailleuse du sexe, pas quand on travaille à l'usine. Moi, quand je travaille à l'usine, personne ne m'a jamais fait chier, en fait, alors que, c'était pire les conditions de travail et mon corps était bien plus à rude épreuve, quoi, donc j'essaye vraiment de raconter ça, oui. Enfin, c'est quoi vendre son corps, en fait? Enfin, Bien sûr. Et il y a ça veut tout et rien dire, mais c'est très utilisé, comme tu dis, bon, les TDS ont toujours été très instrumentalisés pour le discours Mmh. masculiniste, Ah ouais. conservateur. Mais sur cette partie du travail du corps et de la souffrance, vous, il vous est quand même donné l'impossibilité de vous organiser. Ah Euh, oui. ce qui, la représentation syndicale des travailleurs du sexe, il y a le STRAS que je connais, il y en a sûrement d'autres, mais Ah mais qui, il a pas grand c'est pas non plus, il a pas beaucoup de marge ni de pouvoir d'action, quoi, le Stras, ça reste, bien sûr, non, non, et même l'organisation politique des mmh travailleuses du sexe pour pouvoir avoir des revendications, mais comme tous les travailleurs, assez classiques, n'existe pas. mh, Et on accepte mmh. la violence qui est faite aux travailleurs et on se dit ben, qu'on trouve légitime ou pas. On n'interroge pas est-ce que travailler pour Total est bien ou pas. On se dit il faut garantir un minimum la sécurité des travailleurs de chez Total, et ce qui est normal. Mmh. Pour les TDS, on va dire non, leur travail, elle crée, euh, elle crée du mal, elle crée mais ce que tu dis après, c'est tout ce qui va être production de tabous et tout ça. Mmh. Donc, on ne va même pas interroger leur sécurité, on les condamne, elles. Bien sûr, c'est nous le problème. C'est ça. C'est même pas les clients, c'est le problème, c'est, les celles qui vendent des services. C'est ça qui est assez, quand même, bah, après si toutes les travailleuses du sexe, pas même pas je parle celles qui sont occasionnelles ou quoi, on s'unissait, ce serait la révolution, quoi. Là, je vois le monde n'est pas prêt à savoir combien on est de travailleuses du sexe, quoi. Je pense que c'est, et en fait, nous marginaliser tout le temps, il faut toujours qu'il y ait, des bêtes noires, enfin, c'est toujours parce que ça marche comme ça aussi. Ils se font, le plus gros proxénète, c'est l'État, comme je raconte. Ils prennent des charges énormes. Je dois me déclarer à l'URSSAF, donc je dois payer mes charges, je dois payer mes impôts qui sont énormes, qui me précarisent aussi. Parce que si j'avais pas ces charges-là à payer, je pense que ça irait mieux aussi, quoi, dans la vie. Sinon, on risque des amendes. Enfin, donc on est. Ouais, En sur même cette... temps, on nous prend notre argent et en même temps, on est complètement invisibilisé, on est nié, on est mis dans comment dire? On est comme des proies, quoi, vraiment. Donc ouais, c'est hyper mais ça marche aussi beaucoup là-dessus parce que c'est une réalité qui est tellement énorme, enfin, que je pense que Et on n'interroge pas la capacité de représentation, comme tu dis, vous payez vos charges, mmh,
à minima, il faudrait que vous ayez les mêmes droits que les autres travailleurs, c'est-à-dire bien pouvoir sûr. vous organiser, avoir droit au chômage, avoir droit. Et vous avez un peu les pires parties de chaque métier. Vous êtes ubérisé, mais sans la reconnaissance légale tout à fait du métier, Ouais, sans, parce que même les personnes ubérisées ont une capacité par moment à gagner des luttes parce qu'ils ont pu s'organiser. Euh, OK. vous vous organisez, C'est hyper complexe, ouais. c'est complexe, ouais. Bah, il Parce que y a déjà, le pas tabou du métier, s'organiser et se revendiquer, ça veut dire se montrer. Et oui, ce que tu parles, rien que toi, la difficulté que tu as eu d'en parler à ton entourage, parce que c'est le hyper dur. métier, bah ouais. C'est hyper dur, enfin et c'est que récemment que j'arrive à le dire, à l'annoncer quand je rencontre quelqu'un. Donc il y a aussi, oui, à en parler, ça en fait, quand on s'out en tant que travailleuse du sexe, on risque tellement, de perdre ses proches, de perdre son logement, de perdre ses enfants, de perdre donc il y a aussi, comment en fait, s'organiser alors que rien que raconter ça peut nous mettre encore plus en danger et en marge, quoi. Il y a vraiment, Bah ouais. c'est le joli piège, quoi. Alors qu'en vrai, une scope de TDS qui peuvent se payer un bâtiment, avoir une sécurité, Ah ça serait non, quand mais même. il y en aurait bien plus en fait, vous vous rendez pas compte. C'est ce qui est complètement faux. Enfin, Bah oui, on est là juste. On est juste en insécurité tout le temps. Donc voilà, mais bien sûr. C'est souvent un angle quand je pense à des niches de la société qui luttent, qui ne sont pas représentées, c'est est-ce qu'on peut les imaginer dans des instances assez acceptées par tout le monde, comme l'Assemblée nationale, tu vois? On le parle de bah, représentativité dans l'Assemblée nationale sur tout secteur, que ce soit mm, de travail, de genre, mm, ratio, etc. Jamais je n'ai entendu parler, à part des militantes du mm. travail du sexe, de... Et pourtant, hein, mais oui. ouais, je pense qu'on a un regard sur la société qui est pertinent. Je restais un peu sur le côté des mascus. Ouais. Il y a un truc qui revient souvent et qui revient souvent dans ton livre et qui revient souvent actuellement, Mhm. c'est la question de la salissure des femmes. Oui, bah oui. Comment les femmes sont salies par le nombre de partenaires Oui, bien qu'elles sûr. ont ou qu'elles ont supposément. Mm, Enfin, et comment la question du travail du sexe mhm. se relie à la question finalement tout simplement du féminisme parce que le discours qui finit toujours à de toute façon toutes des putes. Oui, bah ouais. Bah, parce que vu qu'on est tout le temps ramené à notre sexualité, euh, bah oui, moi je parle beaucoup, enfin je le dis pas clairement dans le livre, mais pour moi ça fait partie de la culture du viol. Donc moi j'ai fréquenté des hommes, mais je fréquente surtout des femmes dans mes relations intimes, amoureuses. Et donc même de la part de femmes féministes de gauche, j'ai entendu des choses très très moyennes, notamment ah, si tu es domina, c'est ok, mais si tu vas te prostituer, c'est pas ok parce qu'ils vont te salir. Donc pour moi, ça c'est empreinte de culture du viol. C'est-à-dire que, comme quoi, un homme pourrait me salir. Un homme pourrait salir une femme et une femme peut être salie. Ce qui, enfin, déjà est un non-sens complet. Enfin, on peut. Et donc, ouais, la pute, elle est toujours envoyée ça parce que de toute façon, en plus, elle se fait payer pour ça, donc c'est encore plus sale. On parle d'argent sale beaucoup dans ces choses-là. Enfin, donc, il y a en plus l'argent qui rentre en jeu. Donc, il y a l'acte sexuel, il y a l'argent. Et donc là, et donc automatiquement, quand on va voir des clients, on augmente le nombre de relations sexuelles qu'on a eues dans notre vie. Donc, ça ramène toujours à, oui, ben, à la même conclusion, quoi. On est sale, on est des putes, et etc. Et on n'a même pas besoin de se prostituer, comme tu le disais, pour être taxé de pute, quoi. Non, et il y a même pas besoin, il y a même pas besoin de conditions. Ça fait partie de la production de l'image de ce qu'est la femme par le patriarcat Bien de sûr. toute façon. Il n'y a même pas besoin qu'en fait une femme couche avec plein d'hommes pour être taxée de pute. Il suffit qu'un homme ait décidé de la taxer de pute pour qu'elle soit une pute. C'est ça. Il n'y a même pas besoin d'acte sexuel. C'est vraiment à quel moment un homme, une personne ou un groupe a décidé de mettre cette honte-là sur une femme. Donc on en revient, ouais. Et en plus, ce que je questionne aussi dans mon livre, c'est moi j'ai fait beaucoup de choses dans le travail du sexe. J'ai été camgirl, domina, prostituée. Et donc les gens font une très grande différence là-dedans, mes proches. Hein. Par exemple, bah, finalement, être camgirl ou dominatrice, c'est pas vraiment être une pute. Et ah, mais en fait, être une pute, c'est juste quand tu te prostitues. Que moi, je dis maintenant, en fait. Pour moi, j'appelle la puterie dans mon livre. Pour moi, tout ça, c'est de la puterie. Ça reste du travail du sexe. Pour moi, j'englobe. Ce sont des pratiques différentes que je pratique ou non par période. Mais donc les gens sont. On est taxé facilement de pute et tout à coup, là, il faut. On est. Non, en fait, finalement, t'es pas vraiment une pute quand tu fais ci, mais que quand tu fais ça. Je suis là, bah, si, en fait. Enfin,
Si, donc il y a toujours, les autres veulent toujours, me définir à ma place, quoi. Il y a toujours ce truc de Bien sûr. on décide. Oui, et derrière, c'est une façon de pondérer aussi à quel point tu serais quelqu'un de bien ou non, selon Ouais, l'activité qui est plus exactement. Ou acceptable ou propre non. ou non, C'est ça, exactement. digne ou non, enfin, et c'est eux qui décident. Donc en fait, ça reste dans leur imaginaire de ce que c'est, en plus, qui est très, pour moi, réducteur de l'acte sexuel, quoi. C'est-à-dire, dans des séances de SM, de domination, moi, j'ai eu des partenaires qui m'ont dit: «Ouais, mais c'est pas du sexe», et je suis là: «Mais enfin, tu crois qu'on fait quoi en séance, en fait?» Enfin, tu pour à partir de ce moment-là, c'est du sexe pour mes clients, c'est leur sexualité. Donc si, en fait, enfin, c'est pas parce que dans ta tête, et ce qui est terrible, c'est quand même, je l'ai retrouvé dans la communauté LGBT, queer aussi, quoi. Donc, ce truc où, en fait, le sexe, il reste toujours, mis dans un truc qui est très hétérocentré, pénétratif, et je me dis: «Mais c'est pas possible, en fait, enfin, ah non, on n'est pas là pour ça, quoi, je fréquente pas des personnes queer pour me retrouver encore à entendre de telles conneries», donc et ça, je trouve ça terrible, en fait, que, dans le travail du sexe, on réduise encore comme ça. Qu'est-ce qui est propre, qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui peut être dit, ne pas être dit, comment on en parle ou non aux parents ou aux parents, et cetera, quoi. Il y a vraiment, toujours ça, tout ce qui est la possessivité du corps de l'autre, qui pour moi, c'est aussi beaucoup là que ça a posé problème avec mes partenaires, hommes et femmes, je précise, c'est finalement ton corps il m'appartient toujours, en fait. Finalement, il y a toujours ça. Il y a toujours ce truc de, je veux ou non que tu fasses ça parce que c'est moi qui décide, en fait, de ce que tu vas faire de ton corps. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très dur à dépasser, quoi. Comment penser que une société hétérosexuelle, c'est pas juste une façon de qualifier les personnes hétérosexuelles de la société, mais que c'est une structure sociale complète dans laquelle même nous, les queers, on y est dedans. Ouais, tout à Ce fait. que tu disais, et que Mmh. des fois on est sur des angles aveugles où on pense que parce qu'on est gay, parce qu'on est lesbienne, Ouais. parce qu'on est bi, on est hors des Mmh. grippes de la structure qui est Ouais. plus forte que nous. Ouais, mais je trouve que c'est là qu'il faut vraiment, travailler, quoi. Enfin, Ouais, moi, complètement. c'est mon avis qui est, en fait, moi, je pense que l'intime, il doit passer avant l'extérieur. Enfin, je trouve que la révolution, elle se fait vraiment, en soi, quoi. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pour ces sujets-là, quoi. Bien sûr, il faut faire plein de choses collectivement et tout, j'en doute pas, mais notamment, bah, tout le rapport au corps de l'autre, à la sexualité de l'autre, je pense qu'il faut que ça passe par soi, quoi, surtout. Enfin, qu'on arrive à se dire: «Le corps de l'autre ne m'appartient pas». C'est vraiment c'est son corps. Il y a vraiment ça, c'est dur, quoi. Je Complètement. dis pas que j'y arrive facilement, hein. Ah non, non, bien sûr. Mais je vois, je vois. Je dis que c'est aussi pour moi quelque chose de complexe. Puisque même moi, je me suis empêchée de faire certaines pratiques dans le travail du sexe parce que je croyais, j'écoutais aussi. Donc il y a aussi une part de moi qui était, bah, en fait, ouais, en fait, mon corps appartient à l'autre. Et je lui laisse cet accès-là aussi. Enfin, c'est ce que je raconte dans le livre aussi, où je me suis empêchée aussi. Parce que j'avais ces pensées aussi. Enfin, ça ancré encore. C'est Mais difficile. tu vois, ce qui est très drôle dans ce que tu dis, c'est que moi, c'est au cœur de mes réflexions actuelles Mhm. sur la question de l'intime et du collectif, ou du personnel et du collectif, de Mhm. l'individuel et du collectif. De toute façon, la plupart des luttes pour les droits individuels, et notamment dans la communauté LGBT, passent par des luttes collectives souvent. Et c'est un grand questionnement que j'ai, et où moi, je pense qu'il faut de toute façon réfléchir les choses de façon multifactorielle, Ouais. parce qu'elles le sont, Oui, oui, bien sûr. et que là, notamment, il y a eu un débat par rapport à cette, je crois qu'elle est actrice porno, qui a accouché avec 100 mecs. Je Ah ne sais pas oui, si je tu en as vu vois. passer. Oui, oui, elle a voulu battre le record du monde. C'est Voilà, ça? exactement. Et en dehors alors évidemment, tout le monde lui est tombé dessus, sur les choix qu'elle a fait, etc., etc. Et il y a eu des débats un peu courts, qui sont des débats très actuels et très importants quand même, hein, sur la question du consentement. Mhm. Et il y a certaines personnes que j'ai trouvées super intéressantes, genre Dr Zoé et tout ça, qui ont dit oui, mais il faut qu'on pense au-delà. C'est-à-dire qu'est-ce qui permet qu'une telle situation se produise avant même de savoir si la personne elle est d'accord ou pas. Il faut qu'on réfléchisse politiquement et socialement, qu'est-ce qui fait que 100 mecs disent oui à ça. Oui, oui, je comprends. Oui, Et oui. je trouve ça bien plus intéressant que juste d'interroger son consentement à elle. Mhm. Euh, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'ai fait des métiers de merde qui m'ont détruit et qui ont détruit la société, et j'étais consentant. Pas que je devais bouffer, parce que j'étais fait d'illusions, pour plein de raisons. Mais si on arrête la réflexion juste à mon consentement, Ouais, oui, non, je comprends. Oui, bien sûr. voilà. Donc, C'est très intéressant. ouais.
Ouais, le consentement, c'est vague. C'est aussi dans Et c'est le important aussi quand même. même dans le travail du sexe que je disais au départ, moi, je continue d'être travailleuse du sexe parce que ça m'arrange sous plein d'aspects. Mais le consentement, il est tellement Oui, t'en il y parles a de il y a cette d'autres choses. frontière. Là, c'est ce que je questionne tout le temps. Où est mon consentement? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Enfin, c'est vague et c'est difficile, enfin, de savoir, en fait, ça va au-delà. Il y a des choses qui dépassent, le consentement, en fait. Tout à l'heure, tu parlais des tabous que pouvait relever ton métier et en Mmh. quoi ton métier aussi, ben, c'est une des raisons pour lesquelles il est autant attaqué parce que il, il porte en son sein aussi la parole de beaucoup de personnes qui peuvent témoigner sur les tabous, une grande partie des tabous de la société. Et d'ailleurs, on vous désigne souvent les travailleurs du sexe, les travailleuses du sexe, comme une niche de la société, alors qu'il y a des structures extrêmement grandes de production de travail du sexe, que ce soit les sites porno, que ce soit les Ouais. sites escorting, que ce soit les sites de camgirl, Mmh. et Bien j'en sûr. passe. Et et il y a une question qui revient dans ton livre sur le fond, qui est sur la question de l'incestualité. T'en parles dans ton livre, et ça fait partie de ces tabous, et nous, ça fait partie des choses qu'on questionne en ce moment, notamment Mmh. on a fait la lecture, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire Dorothée Ducy, Non, lis-le. mais il faudra que je vais tout oublier, il faudra que tu Il n'y a me pas de fasses souci. une liste après, Ça, hein. je t'enverrai le lien. C'est une sociologue qui a écrit Le tombeau des dominations. Et Mais j'en ai entendu parler. ouais, alors moi, ce que je ne comprends pas, et je pense que c'est la question du tabou, c'est un livre qui interroge des choses qui font partie des questions prépondérantes de nos luttes actuelles, Mmh. tu vois, notamment sur les questions féministes et sur la question de l'inceste, notamment. Elle, la théorie qu'elle développe dedans, contrairement à Lévy et tout ça, qui théorise le fait que le tabou de l'inceste existe dans toutes les sociétés. Mmh. En fait, elle dit non. Ce qui existe, c'est pas de ne pas parler de l'inceste, c'est de ne pas parler des ancesteurs. C'est le tabou, il est sur les ancesteurs, on les protège, OK. et c'est très intéressant. Et elle parle du fait qu'il n'y a pas de catégorie sociale, il n'y a pas de, ça se trouve Mmh. sur toutes les strates. Euh, et on a eu aussi, notamment, je ne sais pas si tu as entendu cette sortie de. Cécile, une femme qui s'appelle Cécile aussi, qui fait un travail incroyable sur, Ah ouais. l'inceste. Ouais, je t'enverrai aussi. Avec grand plaisir. Ouais. Et moi d'ailleurs, Dorothée Ducy, j'aimerais bien qu'on la reçoive. Et pourquoi pas Cécile, avec très grand plaisir. Et je voulais que tu puisses parler justement de cette question de l'incestualité qui est jamais discutée. Et pour moi, elle fait partie de ces questions, jamais discutées, ben, jamais réfléchies et donc jamais luttées, quoi. Ouais, je sais, j'ai fait plusieurs rencontres, j'ai fait des radios et ça, on en parle pas aussi. Je sens que ce sujet-là, il est très parce que je pense que personne ne sait comment l'aborder aussi dans ce livre-là, mais je sens qu'il y a aussi un tabou aussi qui est peut-être plus fort à cet endroit-là. Et du coup, qu'est-ce que tu veux savoir exactement sur, Non, mais en fait, justement, ben, tu vois, tu viens de répondre à ma question. Le fait que personne Ouais. n'en parle, c'est déjà une réponse pour moi. Et des personnes, qu'elles soient militantes, intellectuelles ou quoi, c'est un sujet, dès qu'il est abordé, il est noyé. Mmh. Que l'on voit que ça fait partie de la production du patriarcat Bien dans sûr. son système Mmh. et qu'il n'est jamais abordé. En fait, je pense que ce que je voulais dire quand je parle, du climat incestuel que j'ai vécu, donc ce qui est différent de l'inceste, c'est un climat. C'est-à-dire il n'y a pas d'acte sexuel, de viol, mais il y a un climat qui règne. Par exemple, où on est sexualisé quand on est enfant, et en fait, moi, ce que je questionne dans tout mon livre, c'est: qu'est-ce que c'est être une pute? C'est vraiment ça. Est-ce que être une pute, c'est quand je vais être payée factuellement pour un acte sexuel? Ou est-ce que c'est, par exemple, quand mon père me sexualise? Vraiment, j'essaye vraiment de questionner ça tout le long du livre parce que c'est une vraie question et de dire: «Mais en fait, c'est quoi réellement être une pute? C'est quoi, en fait?» Enfin et de raconter aussi, ben, ce regard qu'on a sur moi, je l'ai vécu, depuis que je suis enfant aussi, en fait, enfin et depuis que je suis enfant, mon corps appartient à des hommes, il est sexualisé, il est ceci, il est cela et en fait, c'est comme ça, enfin donc c'est ça que je voulais questionner en parlant un peu de ça aussi, j'en parle aussi à un moment quand je raconte, un passage où, mon père, me pousse avec ma belle-mère à faire, du travail du sexe, en gros et ouais, c'était aussi de montrer aussi comment tout se mélange, comment les barrières, elles sont il y a pas genre l'inceste, le travail du sexe.
c'est vraiment tout qui a le fait que je sois une femme, c'est vraiment tout qui est mélangé comme ça et je voulais, et le démêler et raconter, bah, en fait, enfin, pour moi, c'est pareil, c'est ça, être une pute, en fait. Qu'est-ce que c'est être une pute? C'est aussi ça. C'est aller travailler à l'usine, c'est travailler au sexe et c'est le regard que mon propre père peut avoir sur moi parfois. Et sur la question, comme tu dis, de cette ambiance incestuelle et de cette réification Mhm. constante, ce qui est intéressant, c'est de voir, il y a pas un moment donné dans la vie où ça arrive, ça fait partie Bien sûr, de la société bien et sûr, ben, on voit à travers ton livre comment tu es constamment réifié. tout à fait. Et ça fait partie des choses, moi je trouve personnellement qu'à gauche dans nos luttes, on les aborde pas assez. On a eu une sortie de notre président il y a quelques années de ça, où il était question des croque-tops dans les écoles. Mhm. Et moi, elle m'a choqué, cette sortie. Et la réaction, je pense, de notre camp m'a encore plus choqué, c'est-à-dire le pas de réaction, où on pose la question à notre président, je ne sais plus dans quel magazine c'était, et il dit qu'il faut une tenue républicaine Bien sûr. et que les jeunes filles ne peuvent pas être Oui, donc provocantes. oui, ça, voilà. En fait, déjà, ça concerne que les petites filles. Et en fait, ça ne devrait même pas exister. À aucun moment, un homme devrait dire un truc, quelque chose sur le corps d'une petite fille. Ça ne devrait même Oui, pas, ça ne devrait même pas exister. C'est genre, ça, personne et dire une petite fille doit être provocante. Mais ça, c'est un et c'est son retournement, c'est de la regard qui culture du parle. viol. Enfin, bien sûr. C'est son regard qui parle. Et Moi, bien sûr, c'est oui. ça ce que je trouve dingue. Et personne, politiquement, ne... Donc ça veut dire que les petites filles déjà peuvent être des putes. C'est exactement ce que ça veut dire. Et que c'est elles qui sont Mais ça va pas en provocantes fait. dans Enfin, son regard. mais c'est un délire de dire de telles choses, quoi. Et bon, dans le contrôle du corps des femmes, on le voit, où là, avec la baya, c'est tout à fait Oui, le bien contraire. sûr. Il y a le contrôle de toute façon. Faudrait une thune républicaine, faudrait qu'on les voit quand même un peu aussi, quoi. Donc c'est vraiment toujours le contrôle qui commence dans nos corps de petites filles, quoi. Et ça, je pense que toutes les femmes, enfin, qui ont réfléchi, enfin, je veux un temps soit pas la question, enfin, tout le temps, on a toutes vécu ça, on sait tout ce que ça fait d'être réifié sans cesse. Bien Enfin, sûr. Même toi, donc, dans les entretiens que tu as, tu remarques que c'est le oui, sujet qui est ouais, évité, ouais, qui est c'est pas... évité. D'accord. Ou alors on a pu dire, il y a ce passage terrible avec votre père, mais ça, il n'y a pas de question, c'est très... Mais moi, je vois dans le milieu militant où quand on veut l'aborder, nous, on est certains et certaines où on pense qu'il va falloir faire des événements autour de cette question-là, Mhm. en parler justement. Mais Dont, moi, je pense que c'est essentiel. Là, ouais, on commence à en parler, mais je pense que tout part de là, hein, vraiment. Tout part des enfants et comment on traite le corps des enfants, hein. bah, Je pense que c'est déjà un départ dans la vie où ça commence bien déjà. sûr. Et, et c'est vrai que même nous, dans le milieu militant, les gens, dans l'absolu, évidemment, sont d'accord, parce qu'ils sont de gauche, parce que... mais on verra plus tard, il faut bien le préparer, Ouais, et il c'est aussi faut... sorti beaucoup ce que je dis pas que je suis contre aussi, hein, je précise, mais c'est surtout le truc du trigger, quoi. Attention, on peut pas aborder le sujet, par exemple, de l'inceste parce que ça va trigger plein de personnes. Et je trouve que ça, des fois, ça dessert aussi, parce qu'en fait, ça laisse sous silence. Sous prétexte de protéger des personnes, on laisse sous silence. Enfin, il y a aussi, donc je trouve ça un peu, ouais, il y a aussi dans nos propres communautés quelque chose qui est, non, faut pas en parler. Enfin, il faut faire très attention à ce sujet. Et je comprends, bien sûr. Enfin, mais je trouve que c'est un peu aussi, ça laisse une part au silence là-dessus aussi, Ouais, quoi. mais oui, oui, complètement. Et même des gens, et je le vois sur des gens avec qui je peux en parler, qui trouvent que c'est un sujet, et au moment de vouloir le mettre un peu entre guillemets, parce que nous, c'est des espaces restreints quand même, mais sur la voie publique, c'est dur parce que Bien sûr. il y a le tabou social qui existe, où on sait, mais qui prend toute la société, même à gauche, enfin, je veux Mm. dire, c'est... Et donc les gens ne veulent pas l'aborder. En même temps aussi, il y a le fait que c'est les enfants, donc les gens ne veulent pas faire dire des conneries ou quoi, ce qui est normal. Et c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Je dis pas, hein. Moi, je saurais pas comment l'aborder lors d'une conférence, par exemple. Enfin, Oui, mais j'avais envie de le parler, de le raconter dans mon livre parce que je trouve que ça manque encore de discours et de nuances aussi. De qu'est-ce que c'est, enfin, d'être sexualisé ou, enfin, bref, tout ça. Enfin, bien sûr. Oui, et que de toute façon, il y a énormément de moments dans la vie qui témoignent de ça, et que juste on décide de ne pas aborder mm. sur, sur la binarité des corps, et la femme, elle est vouée à être sursexualisée, donc ça commence à partir du moment où elle est femme, et bref, ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Tu parles aussi d'une partie de ton métier qui est à la fois
une pénibilité et une émancipation, quand tu parles de l'URSSAF, de toutes les Mmh. démarches que tu as à faire, mais que tu parles aussi de à quel point tu es autonome sur plein d'aspects de ton travail, Mmh. comment ça te forme dans plein de domaines, Mmh. tous les savoir-faire que tu accumules, et même on voit que pour savoir-faire, il faut aussi toute la capacité d'apprentissage constant et tout ça. Mmh. Et ça a été important pour toi, ça? D'apprendre, tu veux dire Mais de d'apprendre et d'être autonome dans ton travail. en fait, t'as pas le choix. En fait, enfin, je veux dire, j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire, moi, je me suis retrouvée travailleuse du sexe. J'avais pas un rond et il faut que je m'en sorte, il faut que je vive. Donc, en fait, je pouvais pas payer des gens pour faire les choses à ma place. Donc, en fait, ça a été, ça s'est même pas questionné, quoi. Il fallait le faire. Enfin, ça, et je pense pas être, enfin, je suis toujours précaire. Je suis pas reconnue dans le milieu du travail du sexe. Il y a des travailleurs du sexe qui arrivent à se faire des revenus réguliers depuis des années, qui arrivent à bien s'en sortir, même à investir plus tard. Enfin, moi, je suis pas du tout de cette catégorie-là, donc il y a plein de trucs que j'arrive pas à apprendre. Ça me saoule en fait. Il y a des choses que j'aime pas. Je déteste toute cette partie-là qui est hyper chronophage. J'ai beaucoup de mal avec l'électronique, les choses comme ça. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir 50 ans quoi, devant un ordinateur. Et du coup, pour moi, c'est et en même temps, c'est autonomisant, bien sûr, parce que j'ai appris plein de choses. Et en même temps, ça me freine aussi, parce que c'est laborieux, c'est compliqué. Et il y a tout ce rapport aux réseaux sociaux où on est banni sans cesse. Enfin, c'est laborieux, je trouve, quoi. Donc, ouais, ouais, j'ai appris des trucs et en même temps, c'est des choses que je peux prouver à aucun moment. Je peux pas dire, Oui, bah écoutez, embauchez-moi. En fait, ça fait 10 ans que je fais du travail du sexe sur Internet. Je sais monter des vidéos, faire de la com. Enfin, ça marche pas. oui, Donc, tu peux pas le mettre sur un CV. c'est vague, quoi. Ouais, voilà. Donc, Bien sûr. c'est quelque chose qui n'existe pas et qui est toujours minimisé. Je pense qu'il y a vraiment les travailleuses du sexe qui voient celles qui travaillent et comment et tout ce que ça engage derrière. Qui aussi, le travail du sexe, en tant que l'acte sexuel, proportionnellement est moindre par rapport à tout ce qu'il faut faire. C'est rien, en fait, l'acte sexuel. Oui, tu parles aussi de toutes ces phases d'ennui, Mais d'attente. bien sûr, De... et je pense que même celles qui font que de la procession et du réel, comme on dit dans le milieu, le réel, c'est vraiment la procession physique. On reçoit 100 messages par jour, des fois. Enfin, on a l'impression aussi que, ah ouais, on est bien payé parce qu'on est travailleuse du sexe. Par exemple, je dis n'importe quoi. Je dis, bah, je payais 300 € pour 2 heures avec un client, me dit waouh! Et je dis, bah, en fait, enfin, il a fallu des semaines de travail acharné pour que le client me trouve, pour qu'il veuille que je vienne, pour que je lui parle avant. En fait, 300 €, c'est pas ça le revenu Oui, qui 300 euros, est. c'est finalement, entre guillemets, c'est la facture payée sur l'ensemble du Ouais, voilà, travail qu'on en voit pas, plus, quoi. on peut pas vraiment qualifier le temps de travail d'une travailleuse du sexe. Enfin, c'est inqualifiable, quoi. Enfin, je pense, c'est. Et comme on vous laisse pas de toute façon vous organiser, Oui, en plus, en bien plus, sûr, et on n'a pas d'outils pour calculer combien de temps on travaille, en fait. bien sûr, Enfin, bah oui, évidemment. Les marxistes-opéraïstes italiennes qui étaient ces ouvrières mhm, qui se sont organisées, qui avaient théorisé, elles partaient de la base qu'il fallait compléter le travail de Marx, qu'il était insuffisant notamment pour les femmes, et qui parlait justement de la question du travail, de la reproduction de la force de travail par le travail ménager mhm, non rémunéré bien et par sûr. le travail sexuel justement. Mhm, Et, je trouve aussi que c'est toujours ce refus de... T'en parles dans ton livre, bien sûr. jusqu'à ce que je me fasse pas payer, personne n'en avait rien à faire, quoi. Enfin, Oui. personne n'en avait Ah rien oui, à bien faire. sûr. Ouais, si, On te le c'était. reproche quoi qu'il arrive, parce Oui, que... oui, oui. mais le fait que tu te fasses payer devient un problème. Ouais, ça devient un problème, ouais. Enfin, ouais, moi, je raconte que j'ai eu une grande sexualité à- plutôt jeune, enfin, je sais pas, j'avais 18 ans, enfin. J'ai quand même je raconte, j'ai une grande sexualité et que, en fait, ça allait parce que j'étais entourée de personnes qui, mes amis, ne me taxaient pas, ne mettaient pas d'étiquette là-dessus, mais je sais que extérieurement, oui, j'ai eu des remarques comme quoi, enfin, j'étais déjà une pute, une salope. Mais maintenant que je me fais payer pour ça, c'est bien pire. Bien sûr, il y a un aspect où c'est pire. Et Dieu sait qu'il y a des choses où j'aurais préféré être payée. Quelle perte de temps. Et franchement, quoi. Enfin. Mais à ce Et c'est moment-là, aussi ce que je questionne, c'est moi, j'ai l'impression d'être une pute quand chez moi, en fait, je fais le ménage pour tout le monde. Dans ma famille,
avec mes partenaires. D'ailleurs, Là, mon corps, il est mis à... Là, je suis exploitée, mais là, je suis même pas payée. oui, Et là, il n'y a pas de problème, ça, on par voit contre. comment ça, quoi qu'il arrive, tu t'extrais pas de la condition L'exploitation. sociale qui t'est Ouais. mise de l'exploitation. Ou comme tu dis, quand tu es chez ton père, tu fais les courses Mm, mm. avec ton ex qui en plus a du pognon dans son compte et tout Ouais, ça. mes autres ex aussi, hein, donc c'est quelque chose qui est, ouais, voilà, là, je suis exploitée. Mais là, ça va. C'est pas... Là, on me dit rien, par contre. Je peux continuer à le faire, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Bah, merci à Déborah, toi, c'était d'être trop cool. venue. Je rappelle que Déborah est venue suite à l'écriture, suite à l'édition du livre Reprendre corps, dans lequel elle parle de tout ce dont on a parlé, du travail du sexe, mais aussi de sa maladie, et de pas mal de questions. Je vous invite à acheter le livre, comme ça permettra C'est de tout gentil. découvrir. Et, et merci beaucoup Bah, d'être venu. merci.